Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, notre attention se porte sur un événement diplomatique qui suscite de nombreuses interrogations. La mini-tournée africaine de Joe Biden, après une présidence Trump qui a semblé ignorer le continent. Joe Biden semble vouloir opérer un retour en force, et ce, à moins d'un mois de son départ de la Maison-Blanche. Mais dans quel but ? S'agit-il d'une volonté sincère de partenariat ou simplement d'un rattrapage géopolitique pour freiner l'expansion de ses rivaux, à savoir la Chine ? Pourquoi Joe Biden s'intéresse-t-il à l'Afrique à ce moment précis ? Est-ce le début d'une nouvelle ère dans les relations Afrique-États-Unis, une opération séduction dans une logique purement stratégique ? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour cela, je suis entourée de Frédéric Tchoungui. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir, Soukaina. Vous êtes analyste politique et vous allez nous aider à décrypter cette tournée américaine aux États-Unis. En Afrique, on va y arriver. Cédric Amdje, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur financier, vous êtes fondateur du think tank 50 Afrique. Merci pour l'invitation. Et enfin ce soir, nous recevons Jonas Molenda, vous êtes président du parti PUR pour l'unité et la régénération au Gabon. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci de me recevoir chez vous. On l'a évoqué, c'est une mini-tournée africaine qui a duré seulement quelques jours sur le continent. Quels enjeux ? Nous allons d'abord regarder ce magnéto et revenir après sur les enjeux. Pour son troisième et dernier jour en Angola, Joe Biden a visité des installations du corridor ferroviaire de Lobito en compagnie du président angolais João Lourenço, du président zambien Hakainde Hichilema, du congolais Félix Tshisekedi et du vice-président tanzanien Philippe Mpango. Ce projet emblématique dans lequel les États-Unis et leurs principaux alliés investissent massivement vise à remettre en état des lignes ferroviaires sur une distance de 1300 km en Zambie, au Congo et en Angola. Le président Biden a mis en avant le partenariat entre les États-Unis et l'Angola. Rien qu'en Angola, les États-Unis ont investi 3 milliards de dollars au cours de ma courte présidence. Nous voyons les liens qui unissent nos deux pays dans tous les secteurs, de l'énergie propre aux soins de santé en passant par le sport. Joe Biden a annoncé 600 millions de dollars supplémentaires d'investissement américain dans ce projet. Il a souligné que le couloir de Lobito, grand axe ferroviaire et commercial destiné à faciliter l'exportation de minerais stratégiques, respecte les critères les plus élevés pour les ouvriers, pour l'environnement et pour les populations locales. Les États-Unis, dit-il, savent que la manière dont nous investissons en Afrique est aussi importante que les montants que nous investissons. Joe Biden avait promis de faire un voyage officiel en Afrique. Il s'exécute in extremis. Je voulais venir en Angola. Bien que j'ai été le président de la sous-commission des affaires africaines au Congrès pendant longtemps, je ne m'étais jamais rendu en Angola. Même si je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, je sais que l'avenir passe par l'Angola, par l'Afrique. Je le pense sincèrement, je ne plaisante pas. Le président américain a ensuite repris l'avion pour les États-Unis au terme de ce déplacement de 3 jours. On vient de le voir dans ce magnéto, les ambitions sont assez claires, c'est se repositionner stratégiquement. La personne en face, l'adversaire un petit peu à balayer, c'est la Chine. On se pose la question, Cédric Amdje, pourquoi maintenant ? Pourquoi faire cette tournée maintenant alors que Joe Biden va céder son siège dans moins d'un mois ? Déjà, en fait, il faut rappeler qu'il y a eu une tournée qui a été faite, mais pas Harris, je crois il y a plusieurs mois. Mais maintenant, parce que je pense qu'il est à la fin de son mandat, il se dit que quel bénéfice on pourrait tirer en fait de l'Afrique aujourd'hui. Il faut comprendre que l'Angola n'a pas été choisi. En tout cas, selon moi, l'Angola n'a pas été choisi pour rien. L'Angola, en fait, c'est l'un des premiers, sinon le premier partenaire commercial en fait de la Chine en fait en Afrique. Il y a eu 170 000 Chinois qui sont venus pour différents travaux. Et c'est le premier pays africain c'est le premier pays africain dont la dette est la plus forte vis-à-vis de la Chine, 18 milliards de dollars. Mais surtout, l'Angola, en fait, c'est aussi un producteur de pétrole. Et on l'a vu avec le projet Lobito que effectivement c'est un projet central sur lequel en fait les États-Unis veulent se positionner pour rivaliser avec la Chine.
Je vous pose la question également, messieurs. On le comprend, le timing a été choisi. Quelle lecture on peut faire de cette venue? Alors, moi, je pense que la venue et la date sont significatives. Nous arrivons à la fin du mandat de Joe Biden. Si l'Afrique avait été, ou un de ces pays avait été réellement dans la stratégie américaine un point focal important, il serait venu depuis. La grande difficulté que les Américains ont vis-à-vis de l'Afrique, c'est que, à mon sens, ils ne savent pas trop quoi en faire. Dans le sens où, lorsqu'on remet la géopolitique américaine en perspective, elle a, au niveau de sa côte ouest, le Pacifique, avec du coup l'Asie de l'autre côté, avec elle a d'importants échanges économiques. Elle a à l'ouest, directement en face, l'Europe, avec qui elle a mis en place le traité transatlantique. Elle a au sud, directement, l'Amérique du Sud. Et il faut savoir que les Américains importent énormément de produits à valeur ajoutée vers l'Amérique du Sud et que, vice-versa, l'Amérique du Sud rachète donc cela. Donc maintenant, il y a l'Afrique. L'Afrique qui se positionne aujourd'hui comme étant la chasse gardée de la Chine et d'autres puissances qui veulent faire du commerce. Et les Américains se disent que, bon, on va quand même essayer de mettre en place un projet. C'est pour ça qu'il faut d'abord rappeler ce qu'est le corridor de Lobito. En réalité, c'est à partir de la Zambie, en remontant en RDC jusqu'en Angola, il y a donc un chemin de fer qui est en train de se mettre en place pour pouvoir faire voyager les matières premières. En réalité, c'est cela, vers le port de Lobito. Stratégique. Voilà, exactement, le port de Lobito pour aller maintenant vers les États-Unis. Donc les États-Unis se positionnent de telle manière à ce que, ok, l'Afrique est là, nous allons quand même mettre en place un échange vraiment concret avec eux pour pouvoir continuer à avoir la main mise sur ces matières premières. Mais comme je le dis, pour résumer mon propos, les États-Unis sont dans une stratégie où, honnêtement, si Joe Biden ne fait sa tournée que maintenant, c'est bien parce que l'Afrique est secondaire dans les plans des Américains. Jonas, Molenda, c'est un peu tard, non? Un peu tard, oui, mais il faut d'abord signaler que cette visite avait été programmée un peu plus tôt. Non seulement il y a eu le calendrier électoral, mais il y a aussi l'ouragan qui a empêché donc Joe Biden de venir déjà au mois d'octobre. Octobre-décembre, est-ce que finalement ça reste oui, c'était une reprogrammation. Ça a été reprogrammé pour octobre. Je veux dire, ça reste quand même relativement tard à quelques semaines de Joe Biden. À quelques semaines de son départ du pouvoir. Il fallait qu'il laisse quand même l'empreinte, parce que c'est un projet important, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faut quand même reconnaître que ce projet vise à rallier l'Atlantique de l'océan Indien, donc ce chemin de fer sur 1300 km. Bon, exact. Et puis, ça va faciliter quand même la rapidité, parce que les matières premières ici qui sont évacuées prennent jusqu'à ce jour pratiquement 45 jours. Bon, là, ça va être 45 heures. Donc, vous voyez, donc, les États-Unis ont à gagner. Et puis, sans oublier aussi qu'il y a cette lutte d'influence entre les États-Unis et la Chine, parce que l'Angola est quand même le premier récipiendaire des prêts chinois. Donc, naturellement, les États-Unis veulent se positionner comme concurrent immédiat, comme l'alternative crédible face à la Chine. Et il tenait absolument à marquer son passage. Et qu'est-ce qui ressort justement de ce passage? Comment est-ce que ça a été perçu justement par l'Angola, par les autres États africains, cette venue de Joe Biden? Non, mais il faut reconnaître que déjà, l'Angola est libre déjà. C'est un État qui est libre, qui essaye d'évaluer les partenariats, différents partenariats, et puis apprécier les valeurs ajoutées de chaque partenariat. Donc l'Angola est dans cette dynamique-là. Ce n'est pas un pays qui est lié comme nos États en Afrique centrale, où on a peur de quitter la France, de diversifier les partenariats. L'Angola, c'est un État qui est libre en la matière et qui essaye donc d'évaluer chaque partenariat et voir ce qu'il peut gagner. Donc ça a été bien apprécié au niveau de l'Angola. Je crois que même la République démocratique du Congo et la Zambie, je ne pense pas que ce serait malvenu. Juste après aller dans le sens de M. Yamdieu, effectivement, le fait que la Chine soit le premier partenaire économique en réalité étranger de l'Angola, et surtout l'importance de la dette, parce que c'est ça le problème avec la Chine, c'est l'investment debt, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils investissent chez vous, et les taux d'intérêt sont tellement élevés que vous n'avez plus à rembourser votre dette. Donc en fait, le corridor de Lobito va leur permettre
permettra à l'Angola de diversifier en réalité ses partenaires pour lui donner la possibilité d'avoir recours à d'autres manières de fonctionner pour pouvoir se développer, première chose. Deuxième chose... Donc l'Angola a plus à y gagner finalement que les États-Unis. Elle a un choix. Non, elle a le choix, mais les États-Unis restent quand même le grand gagnant parce que c'est elle qui extrait les minerais et ensuite les minerais s'en vont dans son pays, première chose. Deuxième chose, moi je ne sais pas pourquoi on parle de tuna africaine. Nous on fait qu'un pays. Quelle tuna africaine? C'est pas une tuna. Du 4 décembre dernier. Donc en fait, c'est juste pour le dire. Après je laisserai la parole à M. Yamdjou bien entendu. C'est juste pour marteler que en réalité ils viennent juste pour un seul projet et qui n'ont aucune vocation à réellement s'étendre sur le continent africain, en tout cas pas comme beaucoup d'observateurs le conçoivent. Déjà, en fait, l'Angola, c'est le premier voyage de Joe Biden en fait, dans un pays subsaharien. D'ailleurs, ce premier et unique voyage. Et depuis ces dernières années, l'Angola est un pays stratège. Ils ont diversifié le partenariat avec la Chine, la dette, 18 milliards de dollars et autres, les entreprises chinoises qui viennent pour les grands travaux. C'est le 4e partenaire de l'Afrique subsaharienne des États-Unis. Et lors des échanges, en fait, lors de la visite avec le président Joe Biden, ils ont établi 1300 accords commerciaux au nom de l'AGOA. Bon, l'AGOA, c'est un traité, en fait, entre l'Amérique et les 32 pays africains, dont l'Angola en profite fortement. Donc, c'est pour dire que l'Angola est dans une stratégie de partenariat. Et effectivement, pour revenir dans les 600 millions de dollars pour le projet de chemin de fer, effectivement, c'est un projet qui mène de l'océan Indien à l'océan Atlantique, qui consiste à acheminer en fait principalement les métaux tels que le cuivre et le cobalt essentiels pour les batteries et les téléphones portables. Effectivement, ça va bénéficier d'une part en fait aux États-Unis qui vont pouvoir utiliser ces matières premières en fait pour les transformer, mais il faut aussi noter que économiquement parlant dans la région, puisque ça concerne 4 pays, l'Angola, la Tanzanie, la RDC et je crois la Zambie, il y aura une petite intégration régionale. Ce qui se faisait en 45 jours va se faire à 45 jours. À 45 heures. Donc, ce qui est quand même une forte prouesse. Maintenant, reste à savoir, effectivement, à long terme, quelle est la stratégie des États-Unis? Est-ce qu'il faut forcément submiser que sur l'Angola ou bien multiplier les partenariats avec les autres pays pour effectivement contrer les autres puissances comme la Russie ou la Chine? Vous l'avez dit, Cédric Yamdjou, c'est la seule visite de Joe Biden durant son mandat. On va peut-être essayer de recontextualiser, expliquer aux téléspectateurs un petit peu en termes d'historique la place qu'occupait l'Afrique pour les différents présidents. Frédéric Tchoungui, vous avez notamment travaillé aux États-Unis pour la campagne d'Hillary Clinton. On va revenir sur l'héritage des mandats présidentiels. Sous George W. Bush, c'était axé principalement sur l'aide au développement, le VIH-Sida, mais finalement dans une optique de soft power. Sous Barack Obama, finalement, il y a une grande déception, mais il y a eu l'initiative Power Africa. Et sous Donald Trump, il y a eu un recul de l'intérêt stratégique pour l'Afrique, avec notamment des propos polémiques. Est-ce que Joe Biden, il se distingue en venant, même si c'est à la fin, finalement? Moi, je ne pense pas. Ça reste dans la logique américaine, qui est une logique où l'Afrique, en réalité, il faut d'abord remettre les choses dans le contexte. Au sortir de la guerre froide, au sortir des colonisations et de la guerre froide, les États-Unis délèguent d'une certaine manière à la France la gestion de l'Afrique centrale. Bon, on ne parle pas d'Afrique du Zoophone dans le cas, mais en réalité, les Américains ont délégué d'une certaine manière la gestion des affaires africaines à la France, pour pouvoir avoir d'autres préoccupations. Maintenant, on se rend compte que les différents présidents, comme vous l'avez évoqué, ne sont quasiment pas venus ou n'ont pas réellement mis l'Afrique au cœur de leur politique. C'est parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas réellement besoin. Lorsqu'on parle du pétrole,
On voit que le pétrole, le principal pétrole où ils se servent, c'est au Moyen-Orient. Il faut le dire, ils n'ont pas attaqué l'Irak, l'Afghanistan, etc. pour rien. C'était dans des velléités à pouvoir prendre du pétrole là-bas et des matières premières. On voit que les principaux échanges économiques qu'ils ont, en réalité, c'est avec les autres puissances mondiales. Pourquoi ? Parce que eux, en général, les Américains fabriquent des produits à valeur ajoutée, et pour pouvoir exporter ces produits à valeur ajoutée, il faut des gens qui soient capables de la payer. Et aujourd'hui, les Africains ne sont pas capables de payer ceux qui viennent des États-Unis, en tout cas pas l'ensemble de la population. C'est pour ça que les échanges économiques sont plutôt centrés vers différentes zones bien précises, et l'Afrique reste un peu en retard de cela. Et dernier point important, je pense qu'il faut mentionner, c'est le fait que on le voit en fait dans la stratégie américaine, c'est clairement décrié. Lorsqu'un président en fin d'exercice, moi je suis désolé, il n'a plus rien à faire. Excusez-moi, je veux parler crûment, hein. On est sur un plateau télé, mais je veux le dire, il n'a plus rien à faire, il n'a pas d'autres sujets. Vous savez, les États-Unis ont été occupés, en tout cas le mandat Biden a été occupé par la guerre en Ukraine pendant quasiment tout son mandat. Donc lorsque vous regardez ses déplacements, parce que moi je me suis un peu amusé à regarder, vous voyez qu'il va beaucoup à Kiev, qu'il va beaucoup en Israël aussi, et qu'il va beaucoup dans certaines régions, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Mais il n'y a rien pour l'Afrique, ça prouve bien qu'on a un continent secondaire dans sa stratégie américaine. Jonas. Oui, il faut préciser quand même deux choses. La première chose, c'est que ce sont des entreprises américaines qui sont adjudicataires du marché, du corridor de Lobito, avec l'Europe, naturellement, puisque les États-Unis sont avec l'Europe. Et puis, il y a aussi une volonté des États-Unis de se rattraper, parce qu'il faut reconnaître que les États-Unis ont fait aussi du tort à l'Angola. Pendant la guerre froide à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, exact, les États-Unis ont financé l'unité de Jonas Savimbi, pendant que, sous l'administration Reagan. Ouais. OK ? Donc, après avoir participé à cette guerre qui s'est étendue de 1975 à 2001, qui a coûté des milliers de vies aux Angolais, il y a aussi une volonté de vouloir se rattraper. D'où cette lutte d'influence sur le terrain. Et je crois qu'il ne fait pas pour faire plaisir. Se rattraper, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la Russie, il y a la Chine aussi qui sont déjà bien implantées. Est-ce que Non, la Russie, le partenariat avec la Russie, c'est plus sur le plan militaire. Okay. On y viendra après, justement, pour détailler. Mais juste pour aller dans le sens de M. Yamdjo tout à l'heure, il a parlé d'un point essentiel qui est l'AGOA. L'AGOA, c'est donc l'American Act, tout ce qui correspond aux traités économiques, politiques, etc., qui est entre les États-Unis et le continent africain. L'Angola, moi, à mon sens, n'est pas choisie par hasard. C'est parce qu'elle coche quasiment tous les critères de l'AGOA. Pour pouvoir mettre en place ces procédés de l'AGOA, il faut être un État démocratique. Démocratique dans ses institutions. Aujourd'hui, il y a une alternance politique qui s'est faite en Angola qui a été pacifique. João Lourenço a pris, il n'y a pas très longtemps, les rênes du pays. Donc, on voit en fait que la raison, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, premièrement, l'Angola concentre exactement les attentes des Américains au niveau de leur politique extérieure. Pour que les Américains fassent du business avec vous, entre guillemets, il faut cocher certaines cases. Il faut être éligible. Voilà, exactement. Et aussi, et ça rentre aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la route, on a parlé de la route du corridor, du corridor de Lobito, pardon. Lobito. On voit que effectivement le port le plus sûr, quand je dis le plus sûr, le plus à même d'avoir une stabilité politique qui permette l'extraction donc de ces matières premières et un envoi vers les États-Unis, il fallait un partenaire fiable qui est capable d'avoir la main mise sur sa politique et qui permette aux États-Unis de pomper les ressources donc de ce corridor-là d'une manière à être sûr que les exportations vont se faire et qu'il n'y aura pas de renversement politique. Dernier point essentiel, on a parlé tout à l'heure, parce que quand je lisais aussi tout ce qui, la vision des États-Unis par rapport au corridor de Lobito, il disait que la zone va se développer aussi économiquement. C'est-à-dire qu'autour de ces chemins de fer, il y aura de nouveaux centres commerciaux, centres industriels, peu importe comment ils le formulent. Moi, ce qui me gêne, simplement, c'est qu'on ne sait pas exactement comment cela va se mettre en place. Il ne suffit pas juste de créer une route, il faut aussi avoir une politique, une vision
Et sachant que si les Américains veulent vraiment que cela se développe, ils devraient aussi décliner concrètement. On ne va pas juste pomper les ressources, mais aussi dire exactement qu'est-ce qu'on va faire sur ce corridor. D'où ma question tout à l'heure, Jonas Moulenda, c'était notamment quand je parlais de Chine et de Russie, c'était plus sur l'approche proactive, notamment de la Chine. Vous venez de le dire, Frédéric Tchoungui. Est-ce que les États-Unis auront finalement... est-ce qu'il va y avoir concrètement une suite? Est-ce que ça va être aussi logique que ce que la Chine fait? Jonas. Puisqu'on est dans un environnement concurrentiel, je vois que les États-Unis vont devoir se hisser au niveau des attentes. Sinon, ça ne servira à rien parce que la Chine ne va pas quitter l'Angola. J'ai écouté des propos un peu, qui relèvent un peu de l'hypocrisie diplomatique. Il a dit qu'il n'y a pas un pays plus important que l'Angola. Bon, c'est vrai que l'Angola, c'est le deuxième producteur mondial de pétrole brut. Oui. Mais est-ce que ça vaut tous ces épithètes, plus beau pays? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Bon, ça reste une opération de séduction. Voilà. Mais je crois que la concurrence est rude. Les États-Unis seront obligés de... En fait, Cédric, je pense que l'Angola coche mitigé. Pourquoi déjà, je vais revenir. L'Angola coche toutes les cases, justement. C'est le quatrième partenaire, en fait, des États-Unis. Il y a une situation politique qui est stable. C'est un producteur de pétrole. Enfin, plutôt... Et là où je suis plutôt, en fait, mitigé, c'est la suite. En fait, on a un nouveau président qui est Trump. Et on sait Trump, en fait, par rapport même à Biden, par rapport à Obama, et même sur sa première présidence, sa relation avec les partenaires africains était plutôt tumultueuse, en fait. Mais il n'a même pas mis pied en Afrique. Oui, il n'a pas mis pied en Afrique. C'est là où je dis que, bon, le président Joe Biden a fait cet acte de vouloir, en fait, économiquement créer des accords. Parce qu'on parle quand même d'un investissement de 3 milliards sur Biden. 1 milliard pour la sécurité alimentaire, 600 millions pour le projet de voie ferrée. Il a quand même fait cet acte de venir, même si c'est à la fin de son mandat, pour pouvoir signer des accords, 1300 accords commerciaux. Mais je ne suis pas sûr que le président Trump va le faire une seule fois. Même mettre son pied, sachant qu'on connaît bien le tempérament, la vision du président Trump. C'est d'abord American First. Voilà. Et encore, par rapport à l'AGOA, il reste à savoir si l'AGOA ne sera pas mis en péril sur la présidence de Trump. La victoire justement de Donald Trump, elle remet en cause le travail tardif, certes, mais entamé par Joe Biden. En fait, des accords sont signés. Maintenant, pour que les accords ne soient plus signés, il faudrait que l'une des parties se désengage. Maintenant, il faut qu'on mène les engagements. Et comment ça se passe? Enfin, on n'a pas les tenants et les aboutissants réellement des accords. Mais je ne pense pas qu'il va remettre en question le corridor de l'Obito. Maintenant, est-ce qu'il va développer autre chose autour? Moi, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que lorsque on regarde sa présidence entre 2016 et 2020, on se rend bien compte que l'Afrique n'a jamais été au centre de ses intérêts. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne représente en réalité, si on prend l'ensemble des échanges avec les États-Unis, je ne suis même pas sûr qu'on fasse 0,5%. Donc, c'est pour ça que la politique qui est mise en place aujourd'hui doit nous bénéficier. Lorsque je parle de nous bénéficier, il ne faut pas que ce corridor de l'Obito soit simplement un passage pour acheminer, mais aussi une réelle vision de développement économique autour de ce projet-là. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on n'ait pas juste écouté Joe Biden parler du corridor de l'Obito. Il faudra aussi qu'on écoute les trois présidents africains qui étaient là, à savoir l'Angolais, celui de M. Tshisekedi et celui de la Zambie, qui étaient là, qui étaient présents, à savoir qu'est-ce qu'eux aussi, ils souhaitent développer autour de ce corridor de l'Obito-là. Et je pense qu'on sera déjà plus avancé. Justement, j'ai écouté les mots du président congolais Félix. Il a parlé d'intégration économique et de création d'emplois. Je vais dans son sens, c'est-à-dire qu'on a quand même 1300 km de voies ferrées. Ça peut apporter des infrastructures, ça peut apporter des emplois, ça peut apporter de la croissance économique, ça peut apporter de l'intégration économique. Mais il faudra savoir si les emplois vont être créés d'abord pour la population locale, c'est-à-dire les quatre pays. Donc, je répète, l'Angola, la RDC, la Zambie, je crois, et la Tanzanie. Ouais. Ensuite, une fois que les emplois ont été créés, la voie ferrée, est-ce que ça va profiter uniquement aux pays américains? Est-ce que réellement l'intégration économique va se faire? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut se dire qu'en fait, oui, on a signé des accords, oui, il va y avoir une voie ferrée, mais finalement, est-ce que ça va profiter réellement aux Africains? Bon, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça profite aux Africains. Déjà, c'est situé dans la zone de
qui est appelé Copper Belt, donc qui regroupe la RDC, qui regroupe la Zambie et même la Tanzanie, une partie de la Tanzanie. Bon, maintenant, si on crée cette voie, ça ne va pas être uniquement pour l'acheminement des minéraux. J'espère que d'autres trains pourront circuler. Mais ils vont desservir quoi? Voilà. La question, c'est... Non, parce que ce qui est sûr, c'est que déjà, Lobito est situé à 500 km de Luanda. Au sud, oui. OK? Au sud de Luanda. Donc, il faut reconnaître qu'il y a des mouvements migratoires entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Déjà, il y a une mixité au niveau des peuples. Donc, il y a la libre circulation de ces peuples-là. Mais est-ce que, qui empruntent des routes difficiles, des routes périlleuses d'ailleurs, est-ce que cette voie, en dehors des trains de marchandises, parce que je parle comme ça par expérience au Gabon, dans mon pays, on a une voie ferrée qui part de Libreville pour Franceville, près de 700 km, mais cette voie ferrée n'est pas empruntée uniquement par des trains marchandises. Il y a aussi des trains passagers. Bon, est-ce que ça va être exploité dans ce sens-là? Et puis, est-ce qu'on va mettre en valeur les sites aussi où on exploite ces richesses-là? Parce qu'aujourd'hui, vous remarquez au Congo, franchement, c'est la galère maximale. On ne voit pas quelles sont les retombées de l'exploitation de ces minéraux qui sont très précieux. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de la fabrication de voitures électriques, au niveau des batteries électriques, ce n'est pas n'importe quel pays qui peut les produire. Donc la RDC devait tirer le maximum de profit de ces projets. Maintenant, ça dépend des négociations, des accords, comment ça a été signé, qu'est-ce qui entoure, les contours de cette affaire-là. Moi, je pense déjà que l'analyse à la base est déjà erronée, dans le sens où il faut simplement se poser la question pour quelle raison ce chemin de fer a été construit. C'est la seule question qui doit être nous importée aujourd'hui. Elle a été construite pour l'extraction des minerais. Exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune vision qui va être développée autour de la population. Ça, il faut être clair dessus. Et je n'ai pas exactement le tracé de Lobito, mais je ne suis pas sûr que Lobito traverse une seule grande ville. En tout cas, le corridor. C'est 1300 km. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça traverse une capitale ou autre. Parce que si ils étaient vraiment dans une logique où nous voulons créer de l'émulation économique, pour qu'aujourd'hui, par exemple, je vous prends le cas de la France, on a développé un chemin de fer entre Paris et Lyon en 2 heures, parce que ce sont les 2 grands centres économiques. On ne va pas créer des centres économiques dans des villages ou créer de nouvelles villes. Ce qui a été mis en place là par les Américains a été pensé par les Américains pour les Américains. N'a pas été pensé pour les Africains. Pourquoi? Parce que c'est simplement un chemin de fer qui va acheminer les matières premières jusqu'au port de Luanda, au port de Lobito, pardon. Mais en aucun cas, il n'est là pour le développement économique à proprement dit, ou bien une pensée à développer les pays sur lesquels il va réellement, le tracé va se développer. Mais là ce serait la faute des dirigeants. On a eu quand même, il y a 3 ou 4 présidents qui étaient là. Mais ça, eux, d'imposer, vous ne pouvez pas dire qu'un chemin, une infrastructure aussi importante ne puisse servir uniquement au transport des minéraux. Alors que vous avez des peuples qui sont désenclavés, qui ont besoin des infrastructures. Le président Angola a affirmé qu'en fait, pour lui, il voit ce projet pour permettre d'exporter les matières premières et concurrencer les autres pays africains comme l'Afrique du Sud qui sont aussi exportateurs de Donc il est en phase finalement avec les attentes de ces leaders africains. Le discours de Joe Biden. Alors, oui et non dans le sens où pour le président angolais, le but c'est quand même, c'est un président angolais, ce président d'un pays, il veut concurrencer avec d'autres pays du point de vue exportation. Donc c'est pour ça que ça va être pour lui bénéfique. Maintenant, non, dans le sens où est-ce que, moi, ma grande question, là où je rejoins Frédéric, ma grande interrogation, est-ce que ce chemin de fer va vraiment profiter à l'intégration économique, au développement économique à travers la création d'emplois ou la création de villes ou d'infrastructures? C'est juste là ma grande question. C'est pour ça que je suis un peu partagé pour ce projet en règle générale. J'ai des doutes aussi, moi j'ai des doutes, je suis dubitatif parce que nos chefs d'État souvent sont des bénis oui-oui. Ils ne tiennent pas compte de la population. J'ai aussi un motif d'espoir. C'est que les Américains, par rapport aux Chinois, prennent souvent la main-d'œuvre locale.
vraiment un taux acceptable. Or, les Chinois, ils amènent tout le personnel très souvent. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Pourquoi? C'est quand même curieux que le président angolais ait accepté plutôt des entreprises américaines et non chinoises qui sont là depuis, qui sont présentes et avec lesquelles ils ont un partenariat. Est-ce que, en tenant compte du fait que les Chinois n'intègrent pas souvent le personnel local, donc tout ça c'est une question, on attendra, mais il faut peut-être suivre. Mais moi j'ai quand même des doutes par rapport à la vision de nos chefs d'État, par rapport à l'intégration régionale à travers ces projets et surtout tenir compte un peu de ce que cette population a besoin d'un second souffle. Moi j'ai bien des doutes. Parce que ça soit. Vous voyez également oui. Non, mais moi je suis très clair dessus. Il faut juste comprendre les raisons pour lesquelles ce projet s'est mis en place. Ce projet s'est mis en place pour les intérêts des Américains. Il n'a nullement, d'abord, en tout cas dans sa conception, dans sa manière dont il est pensé, il a été pensé par les Américains. Maintenant, ce que nous devons faire, ce que nos chefs d'État doivent faire, c'est de pouvoir orienter ce projet-là afin qu'il puisse profiter. C'est-à-dire que les Américains vont faire un tracé qui vont financer jusqu'au port en Angola. Maintenant, c'est à eux de pouvoir profiter de cela pour pouvoir permettre un développement économique autour de cette zone. Deuxième chose, la raison pour laquelle ils ont, ça c'est, je paraphrase, mais la raison pour laquelle ils diversifient cela, en tout cas l'Angola, met cela en place, c'est pour contrer la Chine dans ses importants investissements sur le territoire angolais. On va poursuivre ce décryptage géopolitique de la tournée de Joe Biden en Angola. On revient dans un instant. Restez avec nous sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur le plateau de Vox Live. Vous le disiez à l'instant, Frédéric, l'intérêt premier de cette tournée, enfin cette venue plutôt en Angola, c'est l'intérêt américain. On peut se demander également, si on fait un décryptage géopolitique poussé, je parlais du moins en début d'émission de la Chine, de la Russie. On parlait de ce partenariat militaire entre les pays africains et la Russie et la Chine. Est-ce que cette tournée, elle peut permettre justement de contrer une influence militaire sino-russe? Est-ce que c'est l'occasion de mettre un pied justement dans ce partenariat-là? C'est possible. Pourquoi? Parce que les États-Unis se rendent compte d'une chose, c'est la perte d'influence des Français. Je l'ai dit en début d'émission, lorsqu'il y a eu la période de décolonisation et d'indépendance, et après ça, d'ingérence politique vis-à-vis des Occidentaux sur le continent africain, la France a été le pied armé des Américains sur le continent africain. Donc c'est eux qui ont intervenu rapidement sur les différentes zones. Et vous le savez mieux que moi, il y avait des bases militaires françaises un peu partout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. Donc on arrive plus aujourd'hui justement. Oui, exactement. C'est un partenaire et pour rappeler, très fragilisé. Exactement. Pour rappeler, il reste juste trois bases militaires en Côte d'Ivoire, au Gabon et à Djibouti. Ouais. Donc les Américains, voyant cela, ils se disent que la France est en train de perdre de l'influence. C'est le moment pour nous peut-être de nous déployer, mais peut-être pas militairement pour commencer, mais d'abord essayer de passer des accords économiques. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que l'Afrique a déjà infesté le continent de différents investissements qui sont mis en place et qui vont perdurer sur des décennies et des décennies. On a parlé tout à l'heure de l'investment debt, c'est-à-dire j'investis chez vous, vous endettez et les dettes ne finissent jamais. Je vais prendre juste un exemple. Vous savez, Djibouti n'a plus le contrôle de son port. Maintenant, ça appartient à la Chine. Donc, les Américains, maintenant, le voyant, se disent... Nous allons donc reprendre le leadership sur le continent vis-à-vis des Français et nous allons commencer par des investissements économiques qui, moi je le pense, arriveront plus tard à l'installation sans doute de bases militaires si jamais ils vont dans ce sens-là dans les décennies futures. C'est vrai qu'Amjeu, on rappelle souvent l'économie est souvent liée à la politique. Est-ce que ce scénario est plausible, comme on vient de l'évoquer avec Frédéric Tchungui? Avant tout, la visite de Joe Biden est d'abord business, c'est économique, avec 1300 accords commerciaux, d'investissement sur la voie ferrée. Oui, effectivement, il y a un jeu d'influence qui se joue, c'est-à-dire que pendant que la France perd de l'influence dans la partie francophone et essaie d'aller dans les pays anglophones, on a vu... avec la visite du président nigérien à l'Élysée ou encore différents sommets en 2026 au Kenya ou bien
d'autres pays plus anglo-saxons, sur le contraire, les États-Unis essaient de trouver à peu près où en fait marquer leur influence dans le carré français, mais aussi contrer la Russie et la Chine. Maintenant, militairement, pour l'instant, peut-être je peux me tromper, mais pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas encore l'utilité d'instaurer des bases américaines en Afrique. Mais pour l'instant, ça va être d'abord sur le point de vue économique, tisser des relations avec les partenaires africains, surtout pour contrer en fait les partenaires, les concurrents russes et chinois. Surtout que politiquement, ça peut se jouer à plus ou moins aussi au niveau des grandes institutions comme les Nations Unies. Quels partenaires français, américains, chinois, russes, les pays africains vont vouloir soutenir lors des différentes décisions internationales. Juste une importance, et après je vous laisserai la parole. On se rend compte que les Américains, avec l'AGOA, ils étaient dans du multilatéralisme. C'est-à-dire, on va converser avec les Africains, on va les prendre comme un ensemble et on va essayer de les juger un par un. Maintenant, on voit qu'il y a plutôt des relations bilatérales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains commencent à cibler dans la région de potentiels pays avec qui ils pourraient faire des partenariats sur le long terme. Ce n'est pas pour rien que Joe Biden a évoqué l'Angola comme étant un pays merveilleux, un pays incroyable. C'est parce que il veut vraiment s'inscrire sur la durée avec un pays, même si la langue diffère, un pays qui a des valeurs communes avec les Américains, c'est-à-dire la démocratie, cette alternance-là qu'ils aiment beaucoup. Les droits de l'homme sont plus ou moins respectés en Angola, en tout cas plus que dans certains pays. Donc on voit qu'il y a cette bilatéralité qui va se mettre en place. Et je pense que, peut-être pas dans l'ère Trump, mais peut-être celui qui viendra ensuite sera plus dans ce type d'échanges-là, bilatéraux, et le multilatéralisme va prendre un coup. Jonas Mulenda. Oui, moi je pense qu'il n'est pas exclu qu'à terme, ces investissements deviennent le prétexte d'installer une base militaire. Parce que quand vous voyez même avec les bases françaises, c'est quoi le prétexte? Surveiller les intérêts français. C'est ce qu'on nous dit. Mais ces intérêts, il s'agit de quel intérêt? Parce que quand vous regardez dans certains pays, il n'y a même pas d'investissement particulier. Des sociétés françaises sont présentes dans le domaine d'agroalimentaire et des télécoms. Mais quand vous demandez c'est quoi les intérêts que vous surveillez, vous veillez à quel intérêt? Donc, un investissement de cette ampleur, il n'est pas exclu qu'à terme, les Américains disent, nous voulons sécuriser notre investissement, il faut une base, et surtout qu'il y a la concurrence avec la Chine qui veut instaurer une base maritime au Gabon. Et là, ça pose problème depuis Ali Bongo. Et je crois que même M. Oligui a voulu le faire, et Joe Biden l'a convoqué à la Maison-Blanche. Il a été reçu. Donc, ça m'étonnerait qu'on laisse la Chine s'installer, la Chine aussi qui peut avoir ses visées d'installer une base militaire dans ce corridor-là. Ça m'étonnerait que les États-Unis puissent s'intéresser uniquement de l'exportation des minéraux. Ce serait trop facile, ça m'étonnerait. Et juste pour revenir, le parallèle, ce qui est très important avec la sécurité, c'est que le Katanga, parce que le corridor de l'Obito passe par le Katanga. Et on sait que le Katanga, c'est une zone qui est vraiment à risque. C'est-à-dire qu'il y a tellement de matières premières là-bas qui peut avoir à tout moment des exactions. Et effectivement, moi, je suis d'avis qu'à un moment ou à un autre, peut-être pour sécuriser cet investissement-là, il y aura besoin de militaires. On va faire un point avec l'actualité et rester sur le continent. Ça a fait l'objet d'une émission il n'y a pas longtemps, la nomination de l'Afrique du Sud à la tête des BRICS. Cédric Amdieu, est-ce que justement la montée des BRICS et la volonté d'un nouvel ordre mondial porté par l'Afrique, justement, ça peut rééquilibrer un petit peu les relations? Est-ce que les États-Unis sont prêts à reconnaître ce nouvel équilibre, justement? Est-ce que ça pourrait profiter? Prêt à reconnaître, je ne crois pas, mais il faudrait que les BRICS, je crois qu'ils commencent à le faire, s'imposent. Les BRICS, c'est quoi? C'est des ténors comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc. Donc, quand on regarde les pays qui constituent les BRICS, la Chine détient la dette des États-Unis, l'Inde, c'est le pays le plus peuplé au monde avec des leaders un peu partout. La plupart des leaders dans la tech aux États-Unis, c'est des Indiens. C'est la plus grande population, je crois, ils sont plusieurs milliards. Donc, l'Afrique du Sud aussi, effectivement, si
l'Afrique veut vraiment s'émanciper, c'est créer des blocs comme ceux des BRICS, et surtout que au-delà de l'aspect économique, de l'avantage économique, c'est aussi au niveau des décisions internationales et diplomatiques. On a parlé tout à l'heure, il y a quelques semaines, de la COP29, des décisions internationales aux Nations Unies. Bref, les BRICS sont une force de frappe pour les pays, on dit émergents ou qui émergent, mais les pays... les pays émergents, on va dire. Donc, effectivement, il faudrait qu'on ait même plus de pays. Je crois que ça a été fait, plus de pays africains qui intègrent les BRICS. Juste pour réagir, je pense que c'est très important de toujours mettre en perspective le fait que le monde n'est plus multipolaire. Et qu'il y a en réalité, ce sont des différents blocs qui se détachent. Vous savez, à l'époque... Lorsque vous regardez, lorsque vous faites un historique, par exemple, lorsque les différents pays africains ont été consultés pour de grandes décisions, vous voyez qu'à l'époque, ils allaient quasiment tous dans le même sens. C'est-à-dire, soit on soutient plus ou moins les Occidentaux. Au fur et à mesure, maintenant, il y a un délitement. C'est-à-dire qu'il y a différentes zones qui émergent et il y a parfois même des pays qui ont leur propre vision qui est totalement différente de la région dans laquelle ils sont. Donc, les Américains se positionnent ont compris cela. Ils ont compris que le monde, maintenant, se régionalise. Il est important qu'on puisse avoir des partenaires directement sur des partenaires bien précis, bien identifiés, et qu'on ne soit plus dans la masse. C'est pour ça que je pense que l'AGOA n'aura plus lieu d'être dans quelques décennies, ou dans quelques années, même peut-être par Trump, en réalité. Pourquoi ? Parce que les Américains ne veulent plus traiter avec l'ensemble de l'Afrique. Les Américains veulent traiter avec un partenaire de choix, et réciproquement, c'est-à-dire que maintenant les Africains n'ont plus forcément envie de traiter avec un seul partenaire, ils veulent diversifier leurs échanges. Donc en fait on va sortir on verra de plus en plus d'accords comme ceux-là bilatéraux. Et pour revenir sur les BRICS, effectivement l'influence des BRICS est grandissante, dans le sens où vous avez rappelé les chiffres, ils font quasiment plus de la moitié, on va dire peut-être un tiers de la population mondiale sont dans les BRICS. Au niveau du PIB, je crois que c'est 45 à 40% quasiment. Donc en réalité, les États-Unis commencent aussi à comprendre qu'il y a un faiblissement et un fléchissement de l'Europe. C'est aussi important de le mentionner. On regarde par exemple, si vous regardez la croissance en Allemagne, la croissance en Allemagne est négative. Si vous regardez la croissance en France, 0,1% en France. 0,1%. Donc ils se rendent compte qu'en réalité, l'Europe commence à faiblir. Et l'Europe ne sera plus peut-être dans quelques décennies un partenaire de choix. Pourquoi ? Parce que son influence est en train de baisser. Nous sommes les États-Unis, nous continuons quand même à nous maintenir. Donc il faut déjà commencer à diversifier son portefeuille très rapidement avant d'être surpris. Et c'est pour ça que vous verrez au fur et à mesure ce type d'accord entre pays se mettre en place, et les États-Unis vont le plébisciter le plus possible. On va poursuivre, on entre bientôt dans la dernière partie d'émission, et j'aimerais qu'on s'intéresse aux perceptions des populations justement de cette venue de Joe Biden. Jonas Moulenda, justement, quel écho cette venue de Joe Biden en Angola a eu sur les médias africains, mais également auprès des opinions publiques ? Bon, il faut reconnaître, j'ai pu quand même voir la revue de la presse au niveau des pays comme le Burkina Faso, comme le Sénégal. Il y a eu beaucoup d'interrogations, des gens sont dubitatifs. Pourquoi au dernier moment, il a passé 4 ans, pourquoi au dernier moment qu'il est arrivé? Parce que nous, l'opinion reflétée ici, c'est par les médias, nous ne sommes pas sur le terrain. Mais à lire ces journaux, les gens sont un peu dubitatifs. Et puis, naturellement, on comprend que c'est juste une visite qui s'inscrivait dans la logique de cette guerre d'influence entre les États-Unis et la Chine. Donc, maintenant, est-ce que la population en tire profit? Je ne pense pas qu'au niveau de la population, il y a des espoirs suscités au regard un peu de ce qui se passe déjà même au niveau des sites qui sont même intéressés par le corridor. Au niveau de la RDC, vous voyez comment la misère est très galopante. On nous a parlé même de pratiquement plus de 20-30 millions de personnes qui vont encore être frappées par la misère, alors que ces personnes sont dans un pays vachement riche, 85 millions d'habitants. C'est vrai, c'est beaucoup, mais avec toutes les richesses que regorge ce pays, je ne pense pas. La population ne rêve pas. Et puis surtout, connaissant la prédation de ces gouvernants, donc beaucoup pensent que même s'il y a des dividendes qui sont versés à ces pays, que ça ne profitera pas à la population. Donc la population est toujours dubitative.
Comparé justement aux milliards qui sont injectés par la Chine, finalement, Cédric Amdieu, est-ce que les promesses américaines, elles ne sont pas un peu limitées? Non, elles sont beaucoup plus faibles parce que on parle de 3 milliards en Angola, quand même 1 milliard de sécurité alimentaire et 600 millions pour un projet de voie ferrée. C'est pas encore, la balance est encore beaucoup plus faible par rapport à ce que la Chine, la Chine détient la dette, 20% de la dette africaine, 134 milliards de dollars, 18 milliards pour l'Angola. Après des investissements en masse, dans le dernier sommet chinois-africain, on va dire, de septembre, ils avaient promis 50 milliards de dollars sur 3 ans. Donc ça fait énormément d'investissements massifs de la Chine dans des pays africains. Mais pour l'instant, il y a un déséquilibre en termes d'investissement entre les États-Unis et la Chine. C'est une des raisons peut-être pour laquelle, en fait, ils veulent les accélérer justement ces partenariats avec les pays africains, surtout en les ciblant un à un. Je crois quand même que ces investissements agressifs de la Chine ne sont pas dénués d'arrière-pensée. Quand on prend le cas du Gabon, par exemple, il y a eu des accords qui avaient été signés déjà par M. Oligui. N'eût été l'intervention de Biden pour dire que pas de base maritime chinoise. Mais lorsque vous avez déjà pris vous avez déjà des prêts, c'est difficile de dire non. Maintenant, quelle est la compensation? Comment rembourser cet argent? Parce que c'est ce qui s'est passé avec le Gabon, par exemple. C'est un peu difficile que ces pays-là disent on ne peut pas faire ceci alors que vous avez déjà bénéficié vous êtes récipiendaire des dons chinois. C'est difficile. Non, la plupart ne remboursent pas. Non, ils ne pourront jamais rembourser. Ouais. Il y a beaucoup de pays qui ne pourront jamais rembourser la dette chinoise. Ça, il faut être clair dessus. Ouais. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, vous verrez, parce que la vision de la route de la soie qui a été implémentée par la Chine est une vision expansionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que nous venons dans votre pays avec nos investissements, mais pour nous installer sur la durée. On ne vient pas juste investir une fois, on va mettre en place de nombreux investissements. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux en réalité. Vous allez finir de rembourser un premier investissement, vous allez vous rendre compte qu'au final, il faut même d'abord maintenir ces investissements-là. Et s'il n'y a pas de transfert de compétences, c'est pour ça aussi que dans le corridor de l'Obito, pour revenir dessus, il faudrait qu'il y ait un transfert de compétences. Il faudrait que les populations locales soient formées pour pouvoir maintenir cela. Mais ce n'est pas dans la vision des États-Unis. Pourquoi? Parce que la vision des États-Unis n'est pas d'aider les pays dans lesquels ils veulent. Est-ce qu'il y a un risque de retomber dans une logique néocoloniale? Vous parliez de diversification des partenaires, mais en même temps, il y a une rivalité finalement internationale. En fait, comment ne pas retomber justement? Il faut juste que nos dirigeants africains soient assez intelligents pour mettre en place un suivi et aussi, surtout, prendre les investissements qui sont capables de rembourser. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable de rembourser et qu'il n'y a pas non plus de transfert de compétences. Vous verrez les Chinois à vitam aeternam dans votre territoire qui viendront construire et qui viendront maintenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas derrière une logique qui va permettre à l'État de pouvoir fonctionner de manière autonome sur les investissements qui ont été mis et développés par la Chine. Donc c'est important que lorsqu'un pays africain va donner la possibilité à la Chine de venir s'implanter, il faudrait, ou les États-Unis, peu importe, parce que vous avez parlé tout à l'heure de colonisation, peu importe, il faudrait qu'il y ait la possibilité d'un partenariat gagnant-gagnant réel. C'est-à-dire que celui qui investit chez vous, en réalité, c'est celui qui va s'enrichir. Il faudrait qu'il y ait un co-investissement. C'est-à-dire que nous soyons capables de mobiliser des fonds d'investissement qui soient privés, mais privés sous contrat avec l'État, par exemple, qui vont amener la moitié ou une partie du patrimoine. Moi, j'ai travaillé en fonds d'investissement. Donc, je sais que c'est celui qui investit à la plus grande échelle qui va, entre guillemets, prendre les bénéfices qui sont aussi à la plus grande échelle. Voilà, donc il faudrait qu'on pense à cela. Cédric Amdieu. Je le rejoins dans le sens où, que ce soit les États-Unis et surtout la Chine avec l'investissement en masse, on doit avoir un partenariat diversifié, certes, mais surtout équilibré, sain et gagnant-gagnant avec nos partenaires. Je pense que nos leaders doivent d'abord en fait traquer et bien surveiller et analyser les accords qu'ils font avec nos partenaires, diversifier les partenariats, que ce soit avec la Chine ou les États-Unis, mais surtout à qui profitent au final ces partenariats, c'est-à-dire la population, créer des emplois, surtout veiller au transfert de compétences au niveau de la création des infrastructures, des niveaux gros projets amenés par ces partenaires. Et je pense que
c'est ça en fait la vision que doit avoir un leader, c'est-à-dire qu'avoir une vision de diversification, mais aussi une leader aussi, moi j'en tire quoi des partenariats avec vous au final. Pour conclure cette émission, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table et qu'on évalue, chacun à votre niveau, l'impact potentiel que pourrait avoir la venue de Joe Biden, qu'a eu la venue de Joe Biden. Je vous vois hausser les sourcils, Frédéric, ça veut dire finalement pas grand-chose. Non, moi clairement, il n'y a pas d'impact pour les... En fait, il faut comprendre. À long terme. Pour les Africains, si c'est la question pour les Africains, non, il n'y a aucun impact. Pourquoi ? Parce que ce sont des investissements américains qui vont bénéficier aux États-Unis. Bien sûr, il y aura sans doute un développement économique autour de cela, si jamais nos dirigeants africains ont pensé aussi à développer autour donc, de ces projets-là. Et moi, je pense que lorsque nous passons des partenariats aussi importants, il faudrait qu'il y ait une obligation de respecter, premièrement, l'environnement autour de ce projet, mais surtout de permettre à l'ensemble, aux populations de pouvoir aussi en tirer quelque chose. Il faudrait que ce soit mentionné. Donc pour l'heure, les choses étant faites comme elles sont faites depuis toujours, il n'y a rien à gagner au niveau des Africains par rapport à ce développement-là. Jonas Moulenda, vous partagez la même vision ? Oui, presque. Mais ce que je voudrais déplorer, c'est tout simplement qu'on est toujours dans la logique, nous les Africains, la logique de quitter un maître pour un autre. Il n'y a pas de relation gagnant-gagnant Non, pas du tout. Les politiques, les leaders qui sont là, qui sont comme des préfets de ces puissances coloniales, ne voient pas la place du citoyen, des peuples. Donc, naturellement, on va se trouver dans une situation avec ce corridor de Lobito, comme l'a dit Monsieur Tchungi. Ça va être la même situation qu'on voit au Nigeria, où le pétrole passe par là, les populations ne tirent aucun bénéfice. Au Gabon, chez moi, on produit du pétrole, énormément de pétrole, parce que ça a été le deuxième pays après, le premier pays après le départ de la France en Algérie. Mais la population tire au diable par la queue. Donc, moi, je ne rêve pas. Peut-être Lorenzo, le président Lorenzo, peut-être qu'il a une autre vision. J'attends voir un peu. Il faut qu'on sache le tracé. Qu'est-ce qui a été fait ? Le projet, on n'a pas sous les yeux. Donc on ne sait pas qu'est-ce que ça intègre. Est-ce qu'ils ont tenu compte de la dimension humaine dans le périmètre concerné ? Et même pour tout le pays, parce que les richesses, ce sont des richesses nationales. Ça n'appartient pas à une seule région. Mais est-ce qu'on a tenu compte de tout ça ? Moi, j'ai des doutes. En tout cas, je connais nos dirigeants africains. Cédric Mjeu. Du point de vue régional, il y a le chemin de voie ferrée, le 1300 km qui permet le transit des matières premières. Après, ce que j'aimerais bien que nos leaders accomplissent, c'est, même si le but des Américains, c'est de faire ce chemin de fer pour faire du business pour eux-mêmes, c'est qu'ils exploitent ce chemin de fer pour créer des infrastructures, des villes autour, au moins pour développer du point de vue économique et permettre une intégration économique. Là, ça peut se jouer avec d'autres investissements, mais ils peuvent fléchir dans ce genre ils peuvent fléchir dessus et trouver des partenaires pour pouvoir financer ce genre de projet. Merci Cédric, merci à vous messieurs, Frédéric, merci Jonas d'avoir participé à l'émission Mini Tournée africaine de Joe Biden, ou du moins venue de Joe Biden en Angola, une opération de séduction, mais dans quel but ? Point d'interrogation. On vous laisse réagir sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes de diffusion. On revient très vite pour un prochain numéro de Vox Live.